Ce 27 avril 2023, nous sommes reçus par M. Francis Fontaine, ancien pilote-avions de l'aviation légère de l'armée de terre, de 1961 à 1963. M. Fontaine a servi en particulier en Algérie sur les dernières années du conflit, et même au-delà. L'entretien est mené et enregistré par moi-même, le lieutenant Jean Bénèche, officier historien du Comalat. L'entretien sera archivé au profit du Comalat et du service historique de la Défense. L'entretien se déroule à Damilly. Monsieur Fontaine est né le 16 octobre 1941 à Alençon et s'engage au titre du CISALAT en 1961. Il est pilote-avions en Algérie. Nous aborderons dans cet entretien la formation de pilote, les matériels et les missions pendant la dernière phase de la guerre Algérie. C'est la raison pour laquelle nous tenions à vous remercier, Monsieur Fontaine, de nous recevoir ici, chez vous, pour mener à bien cet entretien. Voilà. Donc je vous propose de commencer par le commencement de manière à faire plus ample connaissance et de me parler de votre jeunesse, votre famille, votre enfance. Ouais. Et par exemple, que faisaient vos parents Moi, je suis né donc à Alençon, tout près du site qui deviendra l'usine Moulinex. Hein, c'est un repère. Je suis né dans la maison directement en 1941. Voilà. Donc, ma mère était femme de ménage et mon père travaillait au PTT. Il était agent des lignes. Voilà. Il a été appelé en 1940, au moment de la guerre 39-45. Il a été fait prisonnier, je ne sais même pas trop comment, d'ailleurs, il faudra que je recherche. Et ensuite, il a été libéré parce que il entretenait les lignes et donc il a fait ce travail-là jusqu'à sa retraite. Voilà. Et moi, j'ai donc fait mes études secondaires jusqu'au BEPC Alençon. Ensuite, je suis rentré dans la banque et en même temps, j'étais passionné d'aviation. J'ai passé mon premier et deuxième degré de pilote. J'ai eu mon deuxième degré en 1961 et grâce à mon chef pilote de l'époque, j'ai fait une préparation militaire à LAT. C'est-à-dire il y avait un moniteur à LAT que d'ailleurs j'ai rencontré après en Algérie qui était venu me tester pour qu'après je puisse faire cela. Voilà, c'était un CTPM 14, ça s'appelait à l'époque. Voilà, et donc j'ai été appelé donc le 1er juillet 1961 au CISALAT à SLN-Nancy. D'accord. Voilà. Je me permets de repartir un peu dans votre jeunesse. Est-ce que vous aviez déjà eu des contacts avec le monde militaire ou Oui. Ben oui, j'ai fait ma préparation militaire. Militaire. J'ai fait une PMS. De toute façon, oui, parce que je connaissais des militaires. Et vous ont fortement engagé à partir dessus ou non, pas plus. Vous étiez attiré par le milieu militaire ça me plaisait, c'était déjà une ambiance qui me plaisait. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Donc j'ai fait tous les trucs qui à l'époque permettaient d'envisager d'être pilote à LAT. Alors en quoi consistait cette PMS? Vous faisiez des vols avec eux? Non, pas du tout. La PMS c'était que du militaire. D'accord. Et autrement, donc j'ai eu un test en vol. C'est tout ce que j'ai eu avant d'aller à la LAT. C'était un test en vol et j'ai passé, comment dirais-je, ma visite médicale, ma visite PN, je l'ai passée à Paris. Donc à l'époque, c'était je ne sais pas comment ça s'appelait, enfin bref. Fort de Vincennes? Non, c'était où passaient comment dirais-je, tous les pilotes civils et militaires. Alors je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin bref, voilà. C'était un centre de détection, de visite médicale, enfin voilà. D'accord. Et en quoi consistaient les tests? C'était que des tests médicaux? Que des tests médicaux et savoir si on avait l'aptitude ou pas. Okay. Voilà. Par contre, ce que j'ai eu comme autrement, j'ai fait mes 3 jours à Guingamp, et là, enfin, c'était le centre de sélection. Le centre de sélection pour tout l'ouest de la France. Voilà. Et c'est là que, de toute façon, on n'avait pas de résultat de ça, pas du tout. Par contre, quand je suis arrivé au CISALAT, c'est là que l'officier orienteur voulait m'envoyer faire les EOR à Châlons, puisque la LAT était retirée à l'époque. Les EOR, c'est les élèves officiers de réserve.
D'accord. Voilà. Et, Et pour quelle raison ils voulaient vous faire passer au R? parce que mes résultats de test me permettaient de passer. Je crois que j'avais plus de 18 au test sur 20. Voilà, donc, en quoi consistait ce test? tout un tas de tests psychotechniques et tout. Enfin, bref, déjà à l'époque, alors, comme j'en ai passé pas mal après en professionnel. Et voilà, donc c'était un an avant de partir, ou quelque chose comme ça. Et puis donc à Nancy, le capitaine orienteur, pour nous orienter vers éventuellement les différentes choses de la latte, il me dit, de toute façon, je vous envoie vers Châlons pour faire les EOR. D'ailleurs, j'avais un copain qui était avec moi à l'aéroclub qui a choisi de faire les EOR à Châlons. Et puis moi, il me dit, de toute façon, vous savez, il vaudrait mieux que vous fassiez les EOR parce que vous n'êtes pas sûr de faire pilote, parce qu'il y a des tests de sélection. Si ça ne marche pas en formation, vous êtes boulé, vous partirez comme un simple artilleur en Algérie. Voilà. C'était une chance, une balle dans le barillet. Ah j'avais une, ouais, exactement. C'était, voilà, Ils avaient besoin de OR aussi, ouais, à cette époque. Absolument. C'était les élèves aussi, vous auriez pu être dans la latte comme pas du tout. observateur d'artillerie. Ah non, pas du tout. C'était pas ce qui était prévu. Ah non, les observateurs d'artillerie, c'était des militaires de carrière, des officiers de carrière. Alors, je peux vous dire que je connais des gens qui ont été appelés et qui ont été officiers observateurs. Ah bon? Aussi observateurs en Algérie, tout à fait. Parce que moi, ceux que j'ai connus, parce que pareil, il y avait la base CPAP et juste à côté, c'était les observateurs. Donc on était côte à côte. Oui. Hein? Alors peut-être que ceux qui restaient, c'est les observateurs qui étaient dans la carrière. Mais en tout cas, j'ai rencontré et interviewé déjà un appelé qui a été observateur d'artillerie. Alors il ne pilotait pas. Il pilotait pas, mais en revanche, il était derrière. Oui, c'est ça. Ils étaient derrière dans la L18. Voilà, d'accord. Voilà. Ok, oui. Donc peut-être qu'ils avaient plus besoin moi, j'en ai orienté vers une piste. Je ne sais pas. Moi, j'ai rencontré un officier de carrière là-bas, puisqu'on était côte à côte. Et cet officier de carrière, je l'ai retrouvé au centre militaire à Alençon. Oui. On s'est reconnus. Et après, il a été commandant d'une unité à latte après. D'accord. Et c'est grâce à lui que j'ai fait ma demande comment dirais-je, de carte du combattant. Parce qu'à l'époque, moi, comme j'étais juste avant l'indépendance et après, il m'a dit non, t'inquiète pas, la latte était toute unité combattante, tu fais la demande. Et pour l'anecdote aussi, j'ai des copains qui avaient vraiment crapahuté, qui avaient machin, ils n'avaient rien, et moi j'ai eu ma carte en l'espace de 2 mois maxi, quoi. Ouais, voilà, donc la date, c'était déjà reconnu. Unité combattante de première ligne. Voilà. Et je me permets de repartir donc, sur cette première partie de votre jeunesse, parce que j'essaie un peu de comprendre, par exemple, est-ce que vous avez été... quelle appréhension aviez-vous par rapport au second conflit mondial, mais aussi avec les combats de Normandie, parce que c'est vrai que dans la région, oui, ça a été un peu touché, et à l'époque vous étiez jeune. Oui, la famille. Mais j'ai tout gamin, j'ai vu De Gaulle et puis Leclerc à Alençon. D'accord. Et pourtant, j'avais peut-être 5-6 ans, mais je m'en souviens, ça m'a marqué. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose qui reste. Et j'ai vu le Grand Charles après, en 61 à Strasbourg. Avec la latte, j'ai défilé devant lui. Avec les avions Non, à pied. À pied, à Strasbourg. D'accord. Voilà. D'accord. Ça crapule un peu partout, mais bon. Voilà, donc moi j'ai connu, comment dirais-je, pas mal disons, de ceux qui avaient été dans la résistance. J'ai même eu l'occasion, alors c'est une anecdote aussi, de rencontrer où travaillait ma maman. Il y avait dans les bureaux un monsieur qui avait été prisonnier et comment dirais-je, il construisait ou il fabriquait des traverses de chemin de fer. Et ça, c'était dans les années 50. Donc, un Allemand vient pour acheter des traverses et il va pour dire bonjour, serrer la main du Français qui le recevait. Le Français n'a jamais voulu saluer l'Allemand parce qu'il avait été prisonnier dans un camp de concentration, le Français.
Ça m'avait marqué, vous voyez, comme gamin, ça m'avait marqué. Voilà. Ouais, c'est des choses qui marquent fort. Voilà. Vous voyez, puis autrement, j'ai vécu, je sais que ma mère a transporté, entre guillemets, dans ses sous-vêtements des messages de la résistance. Voilà. Et puis, je sais que mon père, après, pendant la guerre, réparait les lignes téléphoniques. Voilà. Voilà. Il devait avoir du travail avec les bombardements qui Ah bah oui, puis là, de toute façon, il y a eu, Alençon a été bombardé, de toute façon, et ça a été évité grâce à Leclerc. Ils ont déployé un système pour empêcher le bombardement parce qu'il y a un jeune qui a amené la 2e DB dans la ville en disant à Leclerc, il n'y a plus personne, les Allemands sont partis, ils sont rentrés dans la ville, ça a évité le bombardement. Ça, j'ai vécu tout ça. Voilà. Ouais, bien sûr. Voilà. Non, puis c'est vrai, puis toute la campagne de juin, la fermeture, je pense à la poche de Falaise. Ah ben là, moi, de toute façon, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ma mère qui était ici, comme ma belle-mère qui était ici, ils entendaient d'Alençon les combats sur la côte normande. Hein. Pas mal. Voilà. Voilà. Et votre père, vous avez, quand il est revenu, vous en avez parlé Non, rien. J'ai seulement une photo. J'ai seulement une photo de lui. Alors, est-ce qu'il est en la cavalerie? Je ne sais pas. Il était sur un cheval. C'est la seule photo que j'ai de lui. Il n'évoquait rien du tout. Bon, autant dans ma génération, moi, j'ai jamais, comment dirais-je, éclipsé quoi que ce soit sur ce qui s'était passé. Je disais ce que j'avais vécu, hein, mes contacts, ce que j'avais eu, mes copains aussi réservistes. Ouais. Parce que pareil, avec les réservistes, il y avait des gens, entre autres, j'ai vécu aussi, on avait, dans le régiment de réserve où j'étais, un pied noir qui nous racontait des choses et qui était retourné en Algérie. Comme dans notre groupement l'Ouest du Nahalat, on en a un qui, pied noir, est retourné en Algérie il y a quelques années et qui a été accompagné par le maire de la commune où était la ferme de ses parents. Ah oui? Oui, ça, si vous voulez l'avoir dans le... Alors, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Comment il s'appelle? Le maire algérien a accueilli le français, tout à fait. Et il nous a raconté ça en assemblée générale, puisqu'on discutait de tout ça. Et le maire de la commune lui a dit, mais où est-ce que c'était la ferme de tes parents? Et là, le maire algérien, le copain connaissant l'arabe, il demandait, c'est Bancharel qui s'appelle, tiens, Bancharel, où est-ce qu'est la ferme Bancharel? Et là, il l'a emmené, le maire algérien lui a dit, voilà, tes parents étaient là, tu as vécu là, voilà. D'accord. Bancharel, oui. Alors, je ne sais plus comment c'est son prénom, mais bon, voilà. Il est avec nous, je crois que... Le groupement Ouest, c'est ça? J'espère que je ne me mélange pas avec un autre, parce que je pense... Oui, ça doit être ça. Ou alors il était avec moi réserviste militaire, je ne sais pas. Il faudra regarder dans la liste. Voilà. Bon. Ouais. À partir de... Vous choisissez la latte et pas une autre arme, vous vouliez voler, et vous n'avez pas songé à intégrer l'armée de l'air ou l'aéronaval? Non, pour la bonne raison que notre chef pilote étant un ancien de la Loire, il avait toute la filière. On a été cinq pilotes de l'aéroclub appelés. D'accord. Voilà. Et les 5, vous avez fait votre service dans la latte? Ouais. D'accord. Ouais. Et vous êtes arrivé au Cisalat le 3 juillet 1961. Absolument. Ça y est. Ouais. Et donc là, à Nancy, c'est différent. Finalement, c'est différent de ce que vous attendiez à ce moment-là? J'avais aucune idée. Je savais ce qu'était une caserne, puisque... Mais vous attendiez à voler quand même? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non. Vous étiez prévenu? Je savais que, ayant fait le CTPM 14 de l'époque, je pouvais faire un stage de pilote. Je pouvais. Et on m'avait dit, tu as de la sélection, tu n'es pas sûr d'y arriver. Voilà. C'est pour ça que le capitaine orienteur voulait me faire partir, faire les OR à Châlons. Voilà. D'accord. Et que j'ai refusé pour faire, voilà, et j'ai réussi.
Voilà. Donc comment étaient les... Il n'y avait pas vraiment de cours, alors à ce moment-là, c'était vraiment que du... Ah ben, il n'y avait rien. C'était du dressage militaire. Ah ben, du dressage militaire, du classique. crapahut. Du crapahut, oui. D'accord. Voilà. L'idée, c'était de vous golotiser, quoi. Ah ben, ah ouais, tout à fait. De toute façon, voilà. C'était le capitaine Margaille, je m'en souviens très bien. Il y avait l'adjudant chef Fricaire, et puis, je ne sais plus, enfin bref, Tonton, le fameux Tonton dans la latte. Vous avez entendu parler de Tonton, non? C'était le juteux de service à Nancy. Quand on partait en perme et qu'on avait des sacs, parce qu'on n'avait pas le droit de partir avec ton sac militaire à l'époque, mais si on avait des sacs trop civils, vous ne partez pas avec vos sacs de gonzesse. Et Tonton, c'était un juteux... Un juteux chef, ouais. Tous les gars qui sont passés par le Cisalat de Nancy... De l'époque, Tonton est connu. Hein. Je peux vous dire que de toute façon, si vous en rencontrez d'autres, Tonton, il est connu. Hein. Ouais. Ah oui. Il avait un aspect sympathique ou il était plutôt dur avec justement... C'était le côté sympa mais dur militaire, quoi. Ouais. D'accord. Le bon juteux chef de l'époque. Ok, d'accord. Et oui, donc finalement, vous aviez votre peloton. Ah oui. Vous avez continué à garder vos liens avec les gars de votre peloton. Certains. Est-ce que vous étiez tous destinés à devenir des pilotes? Pas du tout. Ah non. Mais justement, c'était pas du tout ça. Non, il y avait tout. Il y avait tout. La latte, c'était un mélange complet. C'est-à-dire, vous aviez des Corses aux Ch'tis, aux Alsaciens, aux Bretons. On avait un mélange de tout. De tout. Et d'ailleurs, au moment de l'Algérie, c'était pas triste parce que vous aviez les Corses et les Basques qui étaient pour l'Algérie française, puis les autres. Voilà. Les attentistes. Ils savaient de quoi ils parlaient, quoi. Oui. Non, mais c'est là en plus. Pour quelle raison, d'ailleurs, les Corses peut-être et les Basques étaient les plus. Je ne sais pas, lui. Bon, je sais pas, c'est peut-être leurs origines géographiques qui faisaient que, les Corses toujours indépendantistes, de toute façon, plus ou moins, quoi. Bon. D'accord. Hein, mais ouais. Et on avait d'ailleurs, je vais peut-être trop vite, mais on avait un Corse au GH2 à Sétif qui était un abonné de la prison. D'accord. Il était contre tout. Donc, il était en prison en permanence. Voilà, c'est un abonné. Et il était contre tout Contre tout, l'armée, contre tout, enfin bref. Ouais. Bon. À part la Corse, quoi. Voilà, exactement. Tout, sauf la Corse. Exactement. Voilà. Et est-ce que la formation, c'était en même temps pour tous les appelés, il y aura des appelés pilotes, il y avait aussi des appelés mécaniciens, il y avait des appelés maître chien. De tout. Il n'y avait pas de maître chien à la latte à l'époque. Il n'y avait pas de maître chien. Non, on n'avait pas. Non. Après, les seuls que j'ai connus, c'est Sétif. Autrement, il n'y avait pas. Et donc, ils formaient tout le personnel de base. Les garçons de piste, tout était là-bas. Ouais. Okay. Il y avait pas Est-ce que, c'est une question qui me vient, est-ce qu'il n'y avait pas une infanterie aéromobile ou... non. Surtout pas. Il n'y avait rien du tout. C'était vraiment la base militaire, de toute façon, et tout ça. On avait tout. On avait même nous, dans le peloton, le premier peloton qu'on a fait, on avait un illettré avec nous. Ouais, ça arrivait souvent. Ouais. Vous l'aviez appris à lire? Ah oui, on l'aidait, on lui lisait ses lettres. Hein, il était carreleur. Et puis en plus, il parlait comme ça. Alors, l'armée, tout le monde prenait douche, à poil, enfin bref, des trucs. Quand il nous voyait, c'était incroyable. On riait, et puis et on l'a aidé. Quand on a eu la perme, on a été obligé, c'était la première fois qu'il prenait le train pour venir il habitait à Bourg-en-Bresse et il prenait le train. On lui dit, voilà, tu fais ça. Et puis donc, au retour, il y avait l'APM à la gare de Nancy. Et puis, un bagage dans chaque main. Et l'APM, il dit, alors on ne salue pas. Mais maman, on est dans les deux mains. Comme ça, franchement. Non mais ça, voilà. Bon, et donc, le fameux tonton, là, le lendemain, il dit, vous êtes tous des cons, les gars. Barillet, vous voyez, c'est la PM qui lui a payé le taxi. Il l'a emmené en Jeep à l'entrée de la base. Vous êtes tous des cons. Voilà une anecdote. Voilà. Comme quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Non.
Et puis c'était vraiment très sympa, c'était des baraques fillottes, et puis plus ça allait, donc il y avait le peloton, le 2 mois de base, après le P1 et le P2 pour devenir sous-officier. Et pendant l'hiver, à Nancy, on avait les stalactites qui pendaient sur les fenêtres et tout ça. Et la chance qu'on avait à la base, l'armée de l'air là-bas, c'est qu'il y avait un puits artésien et on avait de l'eau chaude. On n'avait pas besoin de se chauffer, l'eau était chaude pour faire la toilette. Un puits artésien. Oui, enfin c'était déjà il y avait déjà comment dirais-je, un forage et ils avaient de l'eau chaude qui venait directement. Ah oui, absolument. On a toujours eu de l'eau chaude. Par contre, on allait faire des opérations commando pour aller chercher du charbon pour chauffer les pioles. Voilà. Et donc là, c'était un vrai hiver. L'hiver de l'Est que je ne connaissais pas ici, moi. Ouais. Voilà. Voilà. D'accord. Est-ce que vous allez à Dax, justement? Ouais. Vous n'êtes pas allé à Dax, hein. Vous êtes parti. Ah non, Dax, non. Ah non. Les 6 mois, on a organisé, on était 10, on organise notre déplacement à Marseille, voyage de nuit dans un train pour les militaires, et nous, embarquement sur le ville de Marseille. Vous cherchez à savoir, mais c'était sur le ville de Marseille. Et donc, accueillis à Oran, au port. Comment s'est déroulée la traversée d'ailleurs? Là, c'était les dernières traversées un peu. Ah non, ça existait encore après. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les grands, à partir de ce moment-là, c'était plus les grands déplacements de troupes, de renforts qui arrivaient en France. Pas renfort, mais oui, c'était que des bateaux de militaires. C'était que des bateaux de militaires. Le ville de Marseille était plein de militaires. Ah, oui, bien sûr. Que ça. Donc on débarque à Oran, accueilli par Comment était l'écale, vous étiez à Fontaine? Ah non, mais on avait payé pour des cabines, on pouvait payer à l'époque quelques trucs pour les marins nous faisaient avoir des cabines pour pas cher. Parce qu'on n'avait rien autrement. Autrement, on était en fond de cale. Enfin bref, non, ça s'est bien passé, sauf qu'il y a eu une tempête au mois de janvier, mais bon, ça c'est... Ah oui, vous avez quand même eu la tempête, quoi. Ah oui, ça, j'ai fait 3 traversées, deux au mois de janvier, deux fois la mer Méditerranée était en colère. Ouais. Mais bon, non, ça s'est très bien passé. Accueilli à Oran par le secrétaire de l'escadrille, donc on était 10 avec un minibus. De toute façon, puis tout surpris qu'on était, c'est que le secrétaire et le chauffeur, comme seule arme à bord, c'était une MAT 49, point final, rien d'autre. Voilà. On n'a pas eu l'occasion de... Voilà, pas d'armes plus supplémentaires pour nous, on n'avait rien du tout, donc c'était calme. Il y avait une petite appréhension en arrivant en Algérie? Non, c'était bon, on faisait notre service militaire. En plus... C'était un service militaire particulier. Ah oui, complètement. Et en plus, on allait pour faire notre stage de pilote, c'était quand même quelque chose de sympa, quoi, vraiment, hein, voilà. Vous n'aviez pas l'impression de peut-être participer à un conflit? Ah non, pas du tout. On était là, on a été invités à y aller, donc de toute façon... Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Voilà, on savait que on était parti pour... Mais les gars à Issel et Nancy, ils n'ont pas essayé un peu de vous... Parce qu'à Issel et Nancy, ils ont formé beaucoup de personnes de toute façon, et qui, pour certains, ne sont jamais revenus, quoi. Ah oui, mais on était aussi bien appelés qu'engagés en même temps. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on faisait le même parcours, qu'on soit appelé ou engagé, on faisait le même parcours. Absolument. Et à Issel et Nancy, il n'y a pas eu pas une mise en garde, mais je veux dire... il n'y avait rien. Une préparation. Non, rien du tout. Parce qu'on est en 1961. 1961, c'est quand même... la guerre d'Algérie, elle touche à sa fin. Quoi. Absolument, tout à fait, mais c'était pas encore, on ne savait pas que c'était... Il n'y avait pas de négociation, enfin peut-être que ça commençait tout doucement, on ne le savait pas. Mais justement, le conflit, ça faisait longtemps qu'il durait. Ouais, mais... Longtemps qu'il y avait eu des guerres. Mais on savait que de toute façon, c'était ça, et puis... ça se passait tout simplement. Voilà, tout simplement. Puis en plus, c'est génial de se dire ça. Non, mais il faut savoir que en plus, la latte, tout ce qu'on veut bien dire, c'était vraiment une ambiance très particulière. Franchement, moi, c'est dans mes meilleurs souvenirs. Ah ouais. Et ouais. Bon alors. Vous êtes à Oran, vous arrivez. On fait Oran Sidi Bel Abbès par la route, et on est accueilli par le capitaine qui commande l'escadrille,
Et puis voilà, puis c'est enclenché. Puis on a fait notre stage de pilote. On avait de la formation, mécanique de vol, enfin tous ces trucs-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai les bouquins, je peux vous les donner. Hein. Si je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps, je peux vous les donner. Hein. Ouais, on pourrait y jeter un œil après. C'est avec grand plaisir. Je vous donnerai ça. Voilà. Ok, ça marche. Notez ça, que j'oublie pas. Voilà. Et donc ça se passait très bien. C'était c'était la sélection quand même pas mal parce que il y a comme pour tout, alors on regardait à l'extérieur. Il y avait le bureau des monites et puis ah oui, vous allez arriver. Ouais. On avait les couleurs. Si ça avait bien marché, c'était un bleu foncé. Si ça avait un petit peu moins marché, c'était un bleu clair. Et puis ainsi de suite. Et puis il y avait jaune et puis rouge. Alors si ça arrivait rouge, c'était limite d'être dégagé, quoi. C'est toujours le même système de couleurs qui est utilisé. Ah bon, bah alors. Je ne sais pas s'il y a les couleurs bleues, mais en tout cas je sais que les couleurs rouges et les couleurs, le système de code couleur est toujours utilisé pour la formation des pilotes. Il y avait ça, voilà. Donc là, j'ai été pendant presque 4 mois à faire des heures de vol, à réapprendre à piloter. Vraiment refaire toutes les bases. On avait 2 terrains, comment dirais-je, d'entraînement. Un qui était à Palissy et qui était en plaque PSP. Les plaques, voilà exactement. C'était Palissy. Et l'autre qui était à Mercier-Lacombe. Et Mercier-Lacombe, c'était un terrain qui était en terre. Et c'est là qu'on apprenait à se déplacer avec un pipère dans la boue. C'est-à-dire sortir un pipère quand on est au sol, apprendre à s'en sortir. Ah ben c'était carrément, si on ne mettait pas les gaz, voilà. Et Palissy, c'était l'entraînement. C'est là qu'ils nous faisaient pas de moteur avec des peupliers qui étaient devant nous, quoi. Voilà. Et c'est à Le Halat que vous passez aussi au grade de brigadier à ce moment-là je crois que j'étais déjà à Nancy, brigadier. Attends, attends, bouge pas, je vais regarder ça. Ah, attends. Arrête là, oui. Non, tu me passes le dossier rouge, s'il te plaît. Pardon. Voilà, je marque. Tu feras le trip si tu me passes le dossier rouge, s'il te plaît, en dessous là. Comme j'ai le fil là de. Voilà. Ah, c'est le même. Ah bah ouais. Ça c'est le civil, ça. Ça c'est le civil. Et ça, bon bah ça c'est mon livre individuel. Je ne sais pas si ça t'intéresse de faire les photos, mais. Si, je vais en faire un panier de service. Non. Canonnier servant-tireur. Oui, à l'époque, c'est vrai que c'était. Ah, c'était l'artillerie. Ouais. J'étais brigadier le 1-12-61, bah, comme tu veux. Mais... brigadier chef, après brigadier chef le 1er juillet 1962. Et MDL, j'ai dû être MDL en début novembre 62. Puis après, voilà, j'ai tous les trucs de réserve. Voilà. D'accord. Et j'ai eu mon CA d'infanterie, CA numéro 1 d'infanterie, le 1-11-61. Voilà. Et le CA2 d'infanterie, le 1-1-62. Voilà. Donc, comment se passaient justement donc les cours se déroulaient bien, les moniteurs étaient à l'aise ou c'était parfois difficile? C'était pas toujours. Il y en avait qui étaient très sympas et d'autres moins, mais bon, moi j'avais 2 Fangers comme moniteur. J'ai eu les photos sur ce que j'ai envoyé, sur le machin là. On voyait les noms des monites. Que j'ai fait là. De Fangers, c'était un spécialiste. Il retirait le manche du L18, puisque c'était. Voilà, et il te tapait sur le casque quand ça allait pas trop. Voilà. Voilà. Et comment était l'école à la base de Sidi Bel Abbès? C'était
des bâtiments en dur, c'était très bien aménagé d'ailleurs, de toute façon. Il y avait le côté donc pour les logements des officiers, ce qui venait faire le stage d'observateur, et puis nous, il y avait le logement des CPAP, puis les autres, il y avait tous ceux qui étaient la troupe entre guillemets, ceux qui faisaient le service de base, de piste. Non, la base était très bien installée, vraiment, avec un cinéma. Ouais. Et est-ce que les autres élèves, il y avait une vraie cohésion? Ah oui, on s'entendait très bien, de toute façon. On avait toujours, comment dirais-je, un stage qui était en activité, et l'autre stage qui arrivait. C'était un stage qui poussait l'autre, de toute façon. On était 2 mois ensemble. Par exemple, celui avec qui on va voir tout à l'heure, Gonnet, il est arrivé 2 mois après moi, donc on a été 2 mois ensemble. D'accord. Voilà. Et comment étaient les appareils de la formation? C'était que du L18? Que du L18. Que du L18. Pour les CPAP et les observateurs, c'était que du L18. Et est-ce qu'à un moment, vous avez songé à passer sur hélicoptère? Ah non, à l'époque, on ne pouvait pas. Il n'y a pas de possibilité. Non, si je voulais arriver à faire hélico, il fallait que je m'engage après. Autrement, appeler, c'était impossible. C'était pour les appeler les L18, les L21, les L19, les NC. Les broussards, c'était pour les engager. C'était clair. Voilà. Et à Bel-Abbès, il y avait aussi l'école, ils formaient au VSV. C'est-à-dire que c'était le VSV sur Broussard ou le VSV sur Sico. Voilà. Et à l'époque, le VSV, c'était avec les nez d'une couleur et les micas d'une autre couleur pour justement comme si on était de nuit. Voilà. Voilà. C'était ça. C'était les pionniers. Ah bah oui. Oui. Voilà. Votre formation pendant ces 2 mois, c'était 2 mois ou 4 mois? 4 mois, pratiquement 4 mois. On arrivait en janvier et on partait en janvier et je suis parti en avril, en affectation au GH2. La formation, elle devait être intensive. Ah ouais. Il y avait un risque comme dit avec les codes couleurs, il y avait un risque de sauter. Ah oui, sur les 10, on n'a été que 8 appelés à réussir. Voilà. Dans la moyenne des stages. Non, il y en avait des fois, il y en avait moins. Oui, mais là, non, ça a été... Ah, mais c'était intensif, hein. J'ai fait quand même 69h35, voilà. Et à la chute à la fin de chacun des, de cette formation, vous étiez affecté après dans un peloton avion. Dans des unités, voilà. On ne savait pas, c'était... moi, j'ai... Et vous connaissiez votre classement dans les... Non, il n'y avait pas de classement. Moi, j'ai un copain là, justement, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Lui, il était à Cheragas. Un autre, il était affecté, je ne sais pas plus où. Enfin bref, sur les 8, on a été affectés dans différents pelotons d'Algérie. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, à la fin de votre formation, vous êtes promu au grade de brigadier chef. Non, justement. En juillet 62, vous êtes promu. Oui, c'est qu'après, une fois que je suis arrivé au GH2, oui, j'ai été brigadier chef aussi au 1er juillet 62. Oui. D'ailleurs, c'est pendant votre formation que sont signés les accords d'Évian. Ouais, juste, on a eu le cessez-le-feu en mars 62. Ouais. Et est-ce que à ce moment-là, vous pensiez qu'avec la fin du conflit, la signature des accords, vous alliez revenir en France faire terminer votre... Non. On ne vous l'a pas fait sentir? Non, pas du tout. On était affectés dans les escadrilles, et si les escadrilles partaient, on partait avec. Mais moi, ça n'a pas été le cas, puisque le GH2 a fait mouvement, alors je crois que c'est en octobre ou en novembre 62, vers Oran-la-Seignat. On est tous partis, hélico, avion et puis camion, on est tous partis. Et moi, je pouvais repartir, comment dirais-je, en avion ou en hélico. J'ai fait le choix de partir en voiture pour passer des endroits que j'avais survolés, entre autres passer par les gorges de Palestro, célèbres gorges de Palestro, et puis faire tout le parcours que j'avais déjà fait plusieurs fois en avion, et, entre autres s'arrêter dans la Mitidja et manger des oranges. Mais c'était pas dangereux de faire ça? Non, c'était après l'indépendance.
Quand on a mouvementé, non. Puis même nous, franchement, à Sétif, le 1er juillet 62, rien. On s'est aperçu. Sauf que moi, le 1er juillet 62, j'étais parti en mécano à Tébessa, et c'est là que mon avion a décollé avec la tornade, et que, avec l'essai de l'Alouette, j'ai survolé l'ouverture du barrage. C'est-à-dire que j'ai vu rentrer la LN le 1er juillet 62 en Algérie. Vous avez vu l'ouverture du barrage, vous parlez du barrage la l'île Maurice, oui. Tout était ouvert. Tout était ouvert, la LN rentrait. Ah oui. La LN, FLN rentrait. La LN, c'est l'Armée de Libération Nationale, donc il rentrait. Ah ben, quand j'ai fait le vol en Alouette là, pour l'essai, le lieutenant me dit, tu connais le secteur? Donc je dis, c'est la première fois que je viens à Tébessa. C'est là que j'avais rencontré un copain d'une promotion précédente. Et il me dit, bah, attends, je t'emmène sur le barrage. Et puis donc là, on a fait, j'ai vu rentrer tous les Algériens, voilà. Il y avait tout le barrage, ça avait été ouvert, le barrage de mine, barrage électrifié, tout y rentrait. Et j'ai su après, par les copains du détachement hélico de Kenchela, que les FEL qui passaient à côté, ils tiraient en l'air pour que comment dirais-je, les balles rebondissent sur les hangars. Que les gars de la latte, ils entendaient les mecs tirer, puis les bastos qui ricochaient sur les hangars. Voilà. Et puis après, donc, on n'avait plus grand-chose. Moi, j'ai volé encore à cette époque-là parce qu'il y avait encore des détachements hélicos. Donc, j'allais en fin de mois récupérer les feuilles de vol. Hein, pour, en quoi consistent les feuilles de vol? Ben pour les heures qui étaient faites par les hélicos. Puis, ils centralisaient tout à Sétif. D'accord. Donc là, voilà. Donc là, j'ai fait ça. Comme ça, j'ai fait le tour. J'ai fait Kenchela. Alors, Kenchela, c'était particulier quand même. C'était un terrain d'aviation. Pour les avions, il y en avait très peu qui y allaient. Et quand on voulait se poser, on appelait pour qu'ils ferment. Parce que c'était une route nationale élargie. Voilà. On avait un garde-barrière qui fermait la route. Et nos avions, nous, on se posait sur la route pour aller au détachement. Voilà. Alors finalement, tous ces détachements, après, ils ont disparu progressivement. Oui, tout est revenu à Sétif. C'est pour ça que là, il y avait toutes les bananes qui étaient à Sétif. Il n'y avait plus rien après. Et est-ce que les pilotes et les mécaniciens, et quand les appareils étaient parqués, ils étaient parqués. Et donc en fait, j'imagine que vous avez dû assister au départ de pas mal d'anciens. Non, on a fait le mouvement, tous ensemble. Tous ensemble. On est partis tous ensemble. Oui, absolument, pratiquement rien, sauf des liaisons quand il y avait besoin. D'ailleurs, les machines avaient encore du potentiel de vol. Oui, ah bah complètement. Et, oui. Mais plus personne ne volait. Ah bah non, ils étaient là, c'était là. Éventuellement, s'il y avait un entretien, un truc comme ça, mais non, c'était une préparation au déplacement, mais après, ça volait plus du tout. D'accord. Et c'est les avions qui volaient, de toute façon, plus, ou les hélicos, s'il y avait des liaisons aussi, les Alouettes, du peloton où j'étais. Mais pas les H-21. Ah non, les H-21, c'était fini. Oui, oui. Et est-ce que vous aviez le sentiment d'avoir évité aux principaux combats de l'Algérie Oh non, parce que là, c'était la fin. Alors donc, j'ai vécu donc le cessez-le-feu, j'ai vécu l'indépendance, hein, et pour nous, à Sétif, c'était rien de particulier. Hein. La seule condition qu'on avait, c'était de se déplacer en uniforme. On ne pouvait pas aller, par exemple, de la base d'Aïn Arnat à la ville de Sétif, on ne pouvait pas y aller en civil. C'était impossible. Et peut-être écouter aussi les anciens qui racontaient les années. Ah bah oui, bah ça faisait partie des échanges. Puis écouter pendant qu'il y avait les parties effectivement de cartes, là ça y allait de toute façon. Là, vraiment, c'était sympa. Puis en plus, ce qui était très sympa, c'est qu'il y avait un bar dans chaque escadrille. Voilà. Et les histoires qu'ils racontaient, ça devait être assez... Oh non, c'était des histoires de l'hyportage, et puis sans plus, de toute façon. Non, c'était comme ça, quoi. C'était à la bonne franquette, voilà. Ouais. Ça se passait très bien. À la popote se mélangeaient les officiers pilotes et les sous-officiers pilotes, ou les mécanos? Alors, sous-officiers, oui, mais moi, je ne sais pas les officiers, mais les officiers pilotes, mécanos et tout ça, tout le monde se... Ah oui, il n'y avait aucun problème. Aucun, vraiment,
Même les relations avec, comment dirais-je, le personnel de piste, c'était tout à fait sympa. On ne s'occupait pas de savoir qui est quoi, qui fait qui. Non, c'était franchement, la LAT, c'est une famille, si je peux dire. Voilà, ça se passait très bien. En parlant de famille, votre famille, elle était en métropole encore? Ouais. Vous étiez en contact étroit avec... Ah bah, par courrier, oui. Ouais, vous aviez déjà une fiancée? Bah, mon épouse, oui. D'accord. Ouais. Ouais, et donc le courrier partait tous les jours, nous, hein. Que ça soit à Belle-Abbesse ou que ça soit à Sétif, il y avait des liaisons avec les Kralates. Donc il y avait une Nord-de-Lys 501, ça partait, le courrier partait, on avait des échanges. Et puis quand on était à Oran, parce qu'on ne pouvait pas le faire à Sétif, quand on était à Oran, on entendait les radios de métropole sur les équipements de naves des bananes. Avec nos postes de radio, on ne pouvait pas l'entendre, la métropole. Moi, j'avais un poste de radio que j'avais eu, qui m'a suivi partout, à Nancy, à Belle-Abbesse, à Sétif. Et c'est un poste de radio tout bête, et ça fonctionnait bien. En Algérie, on écoutait ce qui se passait, bon, ce qu'on pouvait entendre. Mais on n'a jamais eu de, comment dirais-je, je ne veux pas dire pas de contrôle, mais de censure. Jamais. Jamais. On échangeait nos courriers sans problème. Non, franchement, il y avait une très très bonne ambiance partout où je suis passé. Voilà. Mais alors après l'indépendance, justement, il y a eu donc, les accords d'Évian en mars 62. Ouais. Ensuite en juillet, l'indépendance. Ouais. Et donc à ce moment-là, vous sortiez de votre formation de pilote. Ah ben, j'étais pilote déjà à ce moment-là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu la formation militaire de pilote à Sidi Bel Abbès. Oui, puis j'étais déjà à l'indépendance, j'étais à Sétif. Vous avez continué à voler après? Oui, un petit peu, pour justement faire des liaisons quand il y avait besoin d'emmener des mécanos, quand il y avait besoin d'emmener avec les NC, c'était bien. On mettait les pièces détachées à l'intérieur de la carlingue, et puis on emmenait comme ça où il y avait besoin. Alors c'était soit à Kenchela, soit à Guelma, soit qu'est-ce qu'il y avait encore. Et ces détachements, ils n'hésitaient pas voués à disparaître? Ah ben si, ils ont complètement disparu après. Mais vous avez participé, enfin, vous avez vu cette... Ah ben j'ai vu. Ouais, absolument. J'ai vu tout sur la base de Sétif. Et accessoirement, quand on a déménagé, j'ai détruit personnellement des documents qui auraient pu être intéressants. Entre autres, j'ai vu des essais comment dirais-je, de tireurs de FM installés à l'arrière d'une Alouette, par exemple. Et ça, je sais que c'est des trucs il y avait tous les documents, on les a détruits parce qu'on ne pouvait pas emmener tout ça, quoi. On les a brûlés. Voilà. Vous avez laissé des cadeaux de départ au FLN? Non, on avait une unité qui nous a remplacés. Donc c'était un régiment de alors je ne sais pas, chasseurs d'Afrique ou un truc comme ça. Alors pour l'anecdote aussi, c'est bizarre, mais quelqu'un que j'ai rencontré après au Golfe à Alençon, il était dans ce régiment-là. Et c'était quelqu'un du secteur qui a été là-bas, et on s'est retrouvés. Alors en jouant au golf, dans le secteur, il y avait des pilotes de l'armée de l'air qui venaient faire des passages, voir leurs parents de temps en temps. Je dis, tiens, celui-là, il fait du radala ou je ne sais pas quoi. Je dis, bon, un terme aéronautique. Ah, il dit, vous avez fait de l'avion et tout ça. Puis c'est parti. Il dit, oui, à tel endroit. Sétif. Quoi? Il dit, moi, j'étais à Sétif. Ah bon? J'étais à Sétif? Bah oui. Et c'était le régiment qui nous a remplacés. Et là, il fallait laisser tout nickel. S'il y avait un lavabo de cassé, il fallait le remplacer. Hein. Ah bon? Ouais, fallait que tout soit, fallait qu'on ne fasse aucun dégât pour transmettre la base, voilà. J'ai connu le passage justement à ce régiment qui a transmis après à l'Armée de Libération Nationale. Voilà. D'accord. Ça va être. Est-ce que les hélicoptères Banane ont été rapatriés à Oran, la Sénia en même temps ou ils ont... Alors ils sont tous partis en même temps, tous les hélicos en même temps. Tous les hélicos en même temps? Tous les hélicos en même temps. Avions? Oui, les avions d'un côté, les hélicos de l'autre, voilà tout. Et on était sur
sur un parking de la base aérienne de la Sénia. Il y avait toutes les bananes qui étaient là. On parle de dizaines d'hélicos, ça doit être assez impressionnant de Ah voir bon? partir ce cortège. Ah, ben, je ne sais pas, j'ai pas vu partir parce que moi je suis parti en 4-2 Renault, là, un petit machin, le truc de. Voilà. J'étais chef de bord avec le chauffeur de l'escadrille. Et là, je me suis tapé sétif, les gorges. Avec le chauffeur de l'escadrille, comment ça? Ben oui, on avait un chauffeur, nous, qui, à l'escadrille où j'étais, au PML, on avait un chauffeur avec un petit Renault qui nous faisait les liaisons entre, disons, le hangar où on était et puis où était le casernement. D'accord. Donc il y avait un chauffeur qui était là. Il y avait, sans compter que le capitaine avait sa 2 chevaux avec son chauffeur. Et donc vous étiez parti à Oran-la-Seignan en voiture? Moi, je suis parti avec le 4-2, ouais, voilà. Et pourquoi vous avez... oui, vous n'avez pas été sélectionné pour partir. Ah non, c'est moi qui n'ai pas voulu. Ah oui, pourquoi? Non, j'ai dit, moi, j'ai déjà fait en train. J'avais fait en train Sidi Bel Abbès, Alger, Sétif. Je l'avais fait en avion plusieurs fois. De toute façon, j'étais allé à Cheragas, j'étais allé à la Maison Blanche en avion. Et vous connaissiez le terrain alors? Je connaissais parfaitement le truc. J'ai même fait une liaison Sétif-Tlemcen Oui. avec un capitaine qui, on m'a dit, tiens, Si vous connaissiez, pourquoi vous n'avez pas voulu faire le... Ben non, parce que j'ai préféré laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais c'était je dis, tiens, moi, j'ai pas été en voiture dans le secteur. Allez, pourquoi j'ai fait en avion, j'ai fait une escale, j'ai fait une liaison Sétif-Tlemcen en faisant escale à Blida, faire les pleins à l'armée de l'air et repartir sur Tlemcen. J'avais fait tout ça, de toute façon, donc non, moi j'ai préféré, je dis tiens, c'est l'occasion de connaître. C'est comme ça que j'ai découvert la Mitidja avec les orangers et tout ça, voilà. C'était l'escapade où vous avez pu... Voilà, bah oui, oui, voilà. Et puis après, donc l'armée de l'air. Il n'y a pas eu des imprévus lors de ce déménagement? Rien. Ça s'est passé tout seul. C'est ça que il n'y a jamais eu quoi que ce soit, c'est ça qui est bizarre d'ailleurs. Quoi que ce soit, quand on était à Sétif, donc ça a été aussitôt, on était en plein dans l'indépendance, hein, puisque là, et on avait eu, entre la base et Sétif, il y avait un contrôle de la LN quand même. Hein. Entre Sétif? Entre Sétif, la base et Sétif, il y avait un contrôle de la LN. Et on passait sans problème, du fait on avait nos bérets bleus, qu'on était militaires, il y avait celui qui était le chef du machin, il allait les voir, et puis aucun problème. Aucun problème. On a même fait une sortie après, on a organisé une sortie sur la ville romaine de Djemila. Djemila en Kabylie. Oui. Alors doublement j'étais intéressé parce que Djemila j'avais survolé plusieurs fois en avion. Et donc là la sortie, on était avec GMC puis je sais pas quoi, enfin bref, pareil, on est passé au contrôle et puis voilà ça. Et puis après comment dirais-je, donc la liaison entre Sétif et Oran, c'était toute l'unité du GH2 qui était là, de toute façon, on est passé sans problème. Et puis à la Sénia, on pouvait sortir. Moi, j'ai fait des sorties avec la voiture du capitaine et les copains. Le capitaine, il me disait, bon ben, tu veux faire un tour avec les copains? Oui, mon capitaine, bon. Le chauffeur et la 2 chevaux, vous allez où vous voulez. Et là, on n'a eu aucun problème. Hein. Et ça, c'était en novembre, décembre, janvier 63, novembre, décembre 62 et janvier. Aucun problème. Hein. Est-ce que c'était le commandant Petit-Jean qui avait organisé, le chef d'escadron Petit-Jean qui avait organisé le déménagement? Ah bah oui, c'était lui qui était à l'époque, qui était le patron du GH2. Vous avez eu contact avec lui ou ouais, une seule fois. J'avais une mission à faire. Je ne sais plus, il m'avait convoqué. Et puis il me dit, bon, bah, tu emmènes, je ne sais plus qui c'était, de toute façon, mais tu fais attention quand même, parce que là, vous allez être 3 avec le NC, hein, tu fais attention quand même, parce que si c'est la piste en travers, hein, tu fais attention quand même. Puis voilà, ça s'était passé comme ça. Autrement, non, on n'avait pas de contact direct avec lui. Moi, c'était le capitaine Léon qui commandait l'escadrille. Et puis, on rencontrait les autres. Hein. Il n'y avait aucun problème. De toute façon, on se disait bonjour, on ne se saluait même pas. Bon, je ne sais pas comment c'est maintenant dans la latte, mais on ne se saluait pas.
Voilà. À l'époque, si dans l'armée les rapports étaient cordiaux, en revanche, parfois avec l'OAS, l'Organisation Armée Secrète, et puis aussi avec Voilà. le FLN, la situation était beaucoup plus tendue. Entre Et même l'OS avec et l'armée. entre l'OS et le FLN, mais autrement, franchement, c'était la LN, l'Armée de Libération Nationale. Franchement, je n'ai jamais eu, perso, à m'apercevoir de quoi que ce soit. Ça roulait, bon, ils avaient leur indépendance, on allait partir. Non, c'était vraiment, je ne peux pas dire que c'était cordial, hein, c'est pas ça, mais si peu qu'on avait comme contact, et ça se prenait au niveau des commandants, de toute façon, mais non, très, très bien. Moi, j'ai fait plus d'une fois une balade à Oran, sans aucun problème, hein. J'étais en uniforme de la latte, sans problème. Et c'est l'OAS, par exemple, aussi. Ben, l'OAS respectait les militaires de l'armée française. Ouais. Il n'y avait aucun souci. Moi, j'ai eu, alors, ça revient en arrière, Abel Abbès. Abel Abbès, j'ai un copain du stage précédent, il se balade en ville. Il arrive à un endroit, il y en a un qui le fait. Tu pars. Vous voyez, allez. Hop, il s'est aperçu qu'ils étaient en train de péter un magasin ou un truc comme des voitures, quoi, voilà. Et ce copain, c'était le neveu de Pierre Messmer, ministre des Armées. Pour l'anecdote, alors je reviens en arrière, mais quand Messmer est venu à Nancy, le copain, moi je n'étais pas là à ce moment-là, il était 2 mois avant moi, il a dit à son chef de section, « chef, je vous présente Messmer ». La réaction du chef, « petit con, oui ». Et puis Messmer est venu sur la base à Latte, allez, c'est les Nancy, il a demandé à voir le brigadier Ponge, je me souviens de lui, et le copain, il dit à Messmer, est-ce que je peux te présenter mon chef de section? Tu vois, un brigadier appelé de la latte. Voilà. Et ça va être aussi dans les anecdotes. Pendant que lui, il était du stage précédent avec moi à Abel Abbès, il en avait marre. Il était pilote en Afrique, lui, jeune, et il en avait marre du stage, il voulait arrêter. C'est le commandant de la base qui est venu lui dire on n'arrête pas. On n'arrête pas, je ne veux pas. Ah oui, il savait que, effectivement, mais il a fait le truc comme nous, aucun passe-droit, voilà. Mais ce copain, je l'ai revu à Tébessa, la seule fois où j'y étais, où j'ai perdu l'avion. Il voulait m'envoyer un bout de tronc d'arbre. C'était, comment dirais-je, c'était un tronc d'arbre qui était, ça y est, je vais pas arriver à le dire, mais qui avait été, qui était devenu voilà. Et là, voilà, dans le coin là-bas, il y avait les orgues, dans le coin de Tébessa et compagnie, il y avait des orgues, justement, de bois pétrifié, voilà, c'est ça. Et oui, voilà, ça fait partie des anecdotes. Et ce copain, lui, va sur, puisque dans les missions qu'il avait à Tébessa, il va avec son L-19, et puis il se fait accrocher par les fels qui étaient de l'autre côté. Et toi, le pipère, si t'apprends au près, attention. Puis il croit avoir des parasites, et puis il est revenu à la base, il avait des trous dans la carlingue. Il s'était fait allumer de l'autre côté par la Tunisie. Voilà. Ah ouais, par la Tunisie. Ouais. Mais il y avait aussi l'OAS, parfois, était aussi à la recherche d'armement. Oui, c'est ce qu'ils ont fait sur la base à Latte de Belabès quand j'y étais. Ils ont essayé d'avoir de l'armement. Et ça n'a pas marché. Voilà. Ils avaient des contacts avec certains membres de la latte Peut-être, mais ça on ne savait pas. Mais je pensais, de toute façon, ils savaient qu'il y avait des armes. Hein. Oui. Et en plus... Mais parfois, il vaut mieux avoir une complicité... Oui, mais en plus, l'armement à Belabès, c'était aussitôt après le poste de police. Hein. Donc c'était tout près de l'entrée. Hein. Donc ils auraient pu réussir leur coup. Ce qui n'a pas marché. Voilà. Et comment ça s'est déroulé, justement la seule chose que j'ai entendue, moi, c'est les rafales la rafale de PM quand le lieutenant a été tué par le copain de promo là, qui lui a descendu. Alors le lieutenant, c'est un lieutenant. Le lieutenant OS, lieutenant OS, ancien légionnaire. Et votre ami, c'était pas le neveu de Pierre Messmer? Pas celui-là, non, c'était de la même promo que moi, celui de
Pierre Mesmer, il était 2 mois avant moi. Vous avez son nom, votre camarade? Je sais que c'est Camarade Ponge, là. il s'appelle Ponge, mais je ne sais pas où il est. D'accord. Je me souviens plus de son prénom. Et lui aussi était pilote avion. Il était pilote avion. Ah bah oui, il était pilote avion comme moi. Il y avait assez, après Nancy, ça a été la formation des CPAP, c'était Belle-Abbesse. D'accord. Et puis après Belle-Abbesse, ça a été même CPAP à Dax. Il y a eu des CPAP, il y a eu des, enfin si vous l'avez peut-être su, c'était le stage des fils de personnalité. Ah bon? Oui, Non, bah, vous y penserez, vous le saurez peut-être, mais quelle personnalité ont participé? des personnalités françaises. Il y avait, j'ai dans mes 2 copains qui ont fait ça, là, des anciens de l'aéroclub, il y en a un qui a fait un stage. Il a fait le stage avec le fils de Jacqueline Auriol et puis d'autres. Enfin, je sais pas, je connais pas trop les trucs, mais ça doit se... Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Ouais. Je retire juste. Et CETIF, c'était là qui formait tous les appelés qui étaient incorporés direct en Algérie, hein, à CETIF. Ah bon? Il y avait un centre d'instruction. CETIF, c'était un CI qui formait tous ceux qui étaient au commando taxi, hein, et qui étaient les hommes de terrain, l'homme de piste et compagnie, quoi. Hein. Voilà. Ouais. Vous avez eu des contacts un peu avec les commandos ou ils étaient déjà partis? Non, ils existaient, mais le seul contact que j'ai eu, enfin que j'avais, c'est quand ils venaient jouer aux cartes de toute façon, et c'est grâce à ces contacts avec les cartes, ceux qui venaient jouer aux cartes, un lieutenant un jour vient à l'escadrille jouer aux cartes, hein, tarot, et puis on discute, et puis parti, je ne sais plus qu'est-ce que je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? De toute façon, bah, il dit, aujourd'hui j'ai fait passer les permis de conduire. Je dis, quoi, tu fais passer les permis de conduire? Bah, ouais. Bah, il me dit, tu as ton brevet de pilote, tu as ton permis de conduire? Je dis, non, je regrette, j'ai pas. Tu veux le passer? Ok. Go. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu. Voilà. C'est comme ça que j'ai eu mon permis militaire. Le BMC, brevet militaire de conduite. Voilà. Et si j'ai fait 3 tours de Jeep, j'en ai pas fait plus. C'est pratique. Voilà. Ah ouais. 28 juillet 62, hein, voilà. Voilà, gardez tous ces petits trucs-là, voilà. Mais quand vous êtes à Oran-la-Seigna, Ouais. tous les appareils sont nouveaux là. Ouais, il y a pratiquement pas de vol. Et donc vous faites quoi pendant ces missions Ben, pleines? Oui. On écoute les radios de métropole sur les hélicos. On siphonne le kéro des alouettes pour se chauffer, en prévenant les mécanos, en leur disant, les gars, bon, allez-y, vous y allez, et puis voilà, on ne foutait rien. Et nous comme on était sous-off, ben, on allait aux messes sous-off. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a ramené un petit sanglier qui avait été récupéré dans la nature, vol d'hélico à Sétif, qu'on a ramené à Oran et qu'on a lâché dans le mess des PFAT de l'armée de l'air. Ouais. Ça fait du remue-ménage. Oui. Et on avait aussi un sous-officier engagé qui collectionnait les sous-vêtements qu'il allait piquer au PFAT. Bon, vous garderez ce que vous voudrez, mais voilà. Vieux souvenir. Non, c'était super, ça se passait très bien à l'armée de l'air. Ouais, vraiment. Vous étiez déçu de partir Non. à la fin du... Non, j'étais content parce que on n'avait pas de liberté
On était arrivé dans un pays qui était devenu, qui n'était plus la France, quoi. Quand vous y étiez arrivé, c'était encore en France, mais quand... Ah bah, c'était plus la France, voilà. Voilà. Mhm. Ouais, Il n'y ouais. a pas du tout eu de questionnement politique sur... Non, entre nous, franchement, euh, je n'ai jamais eu ça. Où il y avait le plus de discussions, c'était en 61, quand c'était à Nancy. On était tous avec avec les ch'tis, les Basques, les Corses, les Alsaciens et tout ça. Que là, c'était plus, il y avait plus qui était, je dirais, OAS, et puis la majorité des appelés qui étaient neutres. Comme je l'étais, de toute façon, on n'avait pas. Il n'y avait pas de communistes qui étaient justement... Non, je n'ai jamais connu dans la latte, non, Il n'y a pas eu de tentative de... non, inverse. jamais, parce que je pense que, enfin bon, à l'époque c'était bien fait, je pense que quand même, ils ne faisaient pas venir n'importe qui. Et à partir des centres de sélection, et puis à partir des renseignements militaires, ils savaient sur qui on pouvait compter, et puis ils voyaient bien. Non, le seul truc ce que j'ai entendu, c'était un CPAP comme moi, qui malheureusement est décédé il y a 2 ans, c'était Michel Racine, qui lui, au moment du putsch d'Alger, a transporté dans son avion un général Félon. Pas un des 4, mais un autre, un général. On lui a dit, voilà la mission, tu vas chercher un général et tu le ramènes, voilà. Mais je ne me souviens plus, il nous avait donné le nom, c'était un général, effectivement, je crois que c'était un général de la Légion ou un truc comme ça, de toute façon. Un général de la 10e division. Je ne sais pas, il était sur... lui, il était dans le Constantinois, Michel, alors... mais ça, faudrait retrouver ça dans les trucs, parce que lui, je l'ai rencontré après, justement, quand on faisait nos assemblées générales, et on avait échangé, et c'est lui qui, avec un autre... avait des contacts comme ça. Il y en avait surtout un autre qui était CPAP encore avant nous. C'est lui qui m'a fait rentrer en contact avec les propriétaires du NC en France. Des gens qui étaient intéressés par des photos, parce que moi j'avais fait plein de photos, donc je les donnais. Le NC, c'est l'avion. L'avion que j'avais ramené, là, de toute façon, et qui volait à cette époque-là à Colmar. Mhm. Et là, ils étaient contents. Et j'ai donné, pareil, des photos. Il y en a eu d'autres, mais... comment dirais-je, au musée Angers-Marseille aussi. Ils cherchaient des photos de l'époque, et moi j'avais pris pas mal de photos. J'ai des photos à la Sénia, donc de Vautour, j'ai des photos à Corsair, enfin j'ai des photos un peu partout. Et quand vous avez ramené ce NC, c'est une mission de convoyage qui est Ouais. partie de Oran-la-Sénia ou Qui est parti de Cheragas. Cheragas? Alger-Cheragas, à Latte, la base à Latte d'Alger-Cheragas, les NC, donc le Bravo Fox Papa, je crois, Ouais. était un de Sétif, D'accord. qui avait été ramené par je ne sais pas qui, mais qui était arrivé à Cheragas. Et là, on retrouvait à Cheragas, il nous disait, bon, tu prends, puisque moi j'étais NC, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient. Donc, tu prends cet avion, le Charlie Alpha, et voilà, et puis on nous a passé les consignes, on nous a donné après comment dirais-je, à Oran, les Mae West et tout le bordel, avec un petit canot dans l'avion, et puis on avait une super constellation autour de nous qui escortait les L-19 et les NC qu'on était. C'est pas mal ça. Ouais, le secours aérien maritime, la traversée entre Oran-la-Sénia et Valence en Espagne, où on faisait les pleins. On était accueillis chez les Espagnols, chez Franco. Voilà. Ouais. Je regarde ce que c'est qu'un super constellation. C'est un quadrimoteur. C'est assez impressionnant. Ouais. Quand même. Ouais. Il était au-dessus de nous, on le voyait voler au-dessus de nous, et il nous accompagnait pour toute la traversée. Vous étiez combien d'appareils sur cette traversée? Disons grosso modo comme ça, on ne devait pas être loin d'une 40aine d'appareils. Ça va être impressionnant quand même. 40 appareils. Ouais. J'ai entendu parler d'histoires de À peu près. de convoyage d'appareils. C'était à peu près 12-15 appareils qui partaient de Montauban, direction l'Afrique du Nord. Là, c'est Ouais. carrément 40 appareils. Ah bah oui, parce que c'était la fin là, de toute façon, là donc. Il fallait tout rapatrier, quoi.
Ah ben, fallait rapatrier les avions, oui. Vous Ouais, avez ouais. assisté, alors vous n'étiez pas pilote d'hélicoptère Banane, mais vous avez assisté au départ des H-21 vers la France Non, ah non, c'était après ça. C'est après, Après, parce ok. que le GH2 a quitté Oran-la-Seigneur pour aller à Sidi Bel Abbès, Mhm. après. Et, euh, alors, je ne sais pas comment ils sont partis après. Et ça, c'était après que. Ah ben, bien après. C'était bien après votre Ah oui, oui. retour en France. Ils sont partis sur Bel Abbès dans l'année 63. Euh, et ben c'est le copain là dont je vous ai parlé là qui lui a fait la fermeture de la base alade de Bel Abbès et il a été à Boussefer et il était dans les derniers qui ont pu avoir la carte du combattant puisque c'était jusqu'en juillet 63 je crois quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Et vous étiez heureux de revenir en France, dans la vie civile? Oui, j'étais tout heureux. Je- Votre famille vous attendait, vous deviez Tout être. à fait, tout à fait. Mais franchement, Vous n'avez pas eu le désir de s'engager dans l'armée à un à moment? l'époque, non. Parce que le problème, c'est qu'il y avait tellement de pilotes, de toute façon, il n'y avait pas assez de travail pour tous les pilotes, hein. C'est ce qu'on vous avait dit? Ah bah oui, ah bah oui, c'était clair, hein. Qui vous l'a dit? Oh bah, ça se disait facilement, hein, de toute façon. Par exemple, je vois des copains avec qui j'avais fait les classes, et l'autre, on était deux appelés, deux engagés, qu'on s'est rencontrés encore à l'une à l'Ouest. Euh, Deux engagés qui ont fait, eux, leur truc de pilote à Dax, et nous, les appelés, on a fait notre stage de pilote à Sidi Bel Abbès, et c'est des gars qu'on a rencontrés sur les quatre qu'on était à Nancy. On est trois à s'être rencontrés en Algérie. Le quatrième, je l'ai rencontré qu'après. Ouais. Il avait fini commandant de bord de DC-10, lui. Et puis, donc, mon copain qui est décédé, là, le CPAP, il y a 15 jours, là, lui, il a fini commandant de bord sur ATR 72. Mais il a galéré pendant des années parce que après avoir fini son engagement, il a formé des pilotes africains à Dinard. C'était une compagnie qui formait des pilotes africains sur des avions monomoteurs. Voilà. Et vous n'avez jamais songé à s'engager vraiment dans l'armée? Non, parce que de toute façon, à l'époque, ils cherchaient qu'à se décrasser. Il y en avait tellement. On était tellement nombreux, de toute façon. Et puis, moi, j'ai eu aucune. Il n'y avait rien. Ils n'avaient plus besoin de nous, pratiquement, c'était clair, hein. Moi, les seuls qui ont continué après, c'était ceux qui étaient engagés, qui étaient de carrière, et puis autrement, non. Aucune proposition ne vous a été faite? Ah, aucune. Par contre, mon copain là, qui était comme moi, là, qui est décédé il n'y a pas longtemps, lui, à Cheragas, on lui a proposé de s'engager. C'est comme ça il s'est retrouvé au 3e Galate à Dinan. Et, Et pourquoi lui particulièrement? ben, je ne sais pas, parce que à Cheragas, je ne sais pas, on lui a proposé ça, il a accepté. Il n'avait pas il n'avait pas de job vraiment. Alors qu'à moi, à la différence, j'étais sûr de retrouver mon boulot. Après, on m'attendait de toute façon, et puis on me dit, je savais que j'avais une perspective de carrière. Carrière, tout est relatif, mais bon, ça m'intéressait, donc c'était en pleine évolution, hein, parce que de toute façon, nous, où j'étais, là, le Crédit Agricole, dans l'Orne à l'époque, quand je suis revenu de l'armée, on commençait à dépasser la centaine. Moi, je suis rentré en 58, on était moins de 100 en tout dans le département de l'Orne, hein. Et puis à la fin, quand ça s'est terminé, on était 700 et quelques, quoi. Oui. Voilà, donc j'ai pris l'acquis après quand je suis parti et j'ai bénéficié de la réforme de Tonton, c'est-à-dire que on m'a gentiment poussé en pré-retraite. À quel âge? Ah ben, j'avais 57, j'ai même pas 57, puisque j'avais commencé à travailler, j'avais pas 17 ans, donc j'avais tout ce qui était complet, donc de toute façon, voilà. C'était parti, quoi. On m'a dit, bon, bah, de toute façon, on vire des cadres, et puis voilà, et puis je me suis retrouvé. Par contre, je me suis trouvé embauché après, entre guillemets, la LAT nous a proposé de faire des périodes, et puis ils nous donnaient des heures de vol, on avait des budgets pour faire des heures de vol dans les aéroclubs, puis donc Dinan et Rennes, voilà. Vous avez fait de la réserve militaire, alors? Voilà, et puis la réserve militaire après, donc j'ai fait combien oui,
réserve militaire, j'ai fait presque 30 ans, quoi, de toute façon. Ouais. Mhm. Et là, j'étais resté tout bêtement, pareil, un sous-officier lambda, j'ai fini major, comme ça, mais ils voulaient m'envoyer, mais pour le boulot, c'était pas possible. Ils voulaient que j'aille faire aussi un parcours d'officier à Montpellier. J'ai dit non, je peux pas pour mon boulot. J'étais dans l'informatique à l'époque, j'avais des heures de vol hein, qui étaient sérieuses. Ah bah oui, parce que là, franchement, C'était le moment où tout s'informatisait. ah bah oui, on travaillait jour et nuit. Enfin bref, bon, c'était les bonnes périodes. Et puis pareil, les trucs sympas, quoi. Voilà. Et vous avez fait votre réserve dans la latte, puis après aussi dans l'armée de terre. L'armée de terre, armée de terre. Troisième hussard de Alençon. Non, deuxième RI, c'était un régiment de réserve qui était là sur Alençon. Alors je sais même plus si c'est marqué là, mais non, j'ai tout un tas de trucs. Vous avez continué de voler? Non, je me suis arrêté assez vite. Tiens, j'ai tout ça. J'ai tout recherché. Ça a été l'occasion, tu vois, par exemple, tiens, voilà, il y avait ça qu'on avait, voilà. Tiens, voilà. Voilà, puis encore, j'avais pas tout. Charles Hernu. C'est la pleine époque de la force d'action rapide, là. Ah, tu vois, par exemple, je sais même pas ce que c'était ça, tu vois, mais voilà. Oui, il y avait tout d'ailleurs, de toute façon, tous les trucs. J'avais jamais fait. Tiens, là j'ai voilà, j'ai des témoignages de satisfaction à l'heure de la division, à l'heure de la région, tu vois, j'ai tout ça, voilà. Ah, État-major de la 3e division militaire. ouais, bah tiens, j'ai quoi? C'est beau ça. Et bureau réserve, tu vois, il y avait des trucs comme ça, tu vois. d'accord. Vous étiez dans l'administratif, dans la réserve, en fait. Oui, bah oui, j'étais. Voilà, j'ai plein de trucs, hein. Avec un 3e région militaire, tu vois, j'avais tout ça. Et tu vois, bah, par exemple, tiens, voilà, premier IMA. Voilà, donc j'avais gardé tout ça, ça fait partie de mes vieux souvenirs, voilà. Donc j'ai tout ça, comme tu vois, voilà, c'est tous ces machins-là, tout ça qui sont des décisions, voilà. J'ai témoignage de satisfaction, division, région, enfin bref, tous ces trucs-là. C'est comme ça qu'ils ont voulu me proposer à l'ONM après. Et comme tout a été dissous, on m'a demandé de faire la demande personnellement, ce que j'ai refusé. Ils vous ont demandé de faire la demande de Perso, oui. Comme c'était eux qui m'avaient demandé, et après j'ai eu une lettre me demander de faire la demande officielle de ça. Non, moi c'était une proposition qui a été faite, c'était pas à moi de faire une demande. Et puis c'est tombé à l'eau. J'ai jamais fait de trucs, j'ai gardé ça parce que bon, et voilà. Finalement, vous avez repris du service quand vous avez engagé dans l'UNAALAT, non? Ah non, pas du tout. Non, l'UNAALAT, c'était complètement après. C'était bien plus tardivement? C'était plus tard, j'étais déjà en retraite. C'est un ancien pilote qui était à Ploua, qui était le secrétaire de l'UNAALAT Ouest, qui a fait un petit truc dans le journal, qui recherchait les anciens de la LAT, appelés ou engagés. J'ai répondu, je l'ai eu au téléphone, on a sympathisé, pilote hélico, ah oui, enfin bref. Le classique. Tout à fait classique, entre pilotes, et puis entre anciens de la LAT. Et puis après, j'ai retrouvé, c'est parti, c'est là que j'ai retrouvé des anciens que j'avais connus au GH2, et puis voilà. Voilà. Est-ce que vous considérez que, alors pour beaucoup, je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup ont considéré que leur passage dans la LAT a été comme un ascenseur social pour eux? Pour moi, non, mais pour une valorisation, oui. C'est-à-dire que c'était vraiment, je dirais, la famille aviation.
c'est un peu différent. Sans vouloir... moi, ce que j'ai connu en régiment de réserve, c'était bien entre, comment dirais-je, officiers, sous-officiers, puis c'est des gens qu'on rencontrait que de temps en temps, alors que là, vraiment, c'était... On ne savait pas, c'était vraiment des relations très, très, très bien, franchement, comme j'ai eu au boulot, avec les copains de l'informatique et tout ça, vraiment, mais là c'était vraiment... la latte, pour moi, ça a été quelque chose, franchement, un bon passage dans ma vie. Voilà, c'était, je dirais que c'était une famille. Pour un appelé, c'est quand même quelque chose, franchement. Moi, il y en a qui crachaient sur l'armée, qui crachaient, enfin bref, qui étaient toujours contre tout. J'ai rarement vu ça dans la latte. Les gens étaient contents d'y être. J'ai même rencontré professionnellement un commercial un jour au boulot. Puis je dis, merde, mais c'est... Alors lui comme moi, il venait, il était commercial, il vient dans nos locaux informatiques, et puis on se regarde. Bon, point final. Et puis après, quand même, après avoir fait ce qu'il avait à faire avec mon patron, il vient, puis on s'est vu quelque part. Ouais. Bon, où ça? Là, puis on échange. Le gars, il était service de piste à Sidi-Bel-Abbès quand je faisais mon stage de pilote. Voilà. Ah, bah, puis on était resté en contact, ancien de la latte, enfin bref, voilà. Ouais. Ouais, j'ai des anecdotes, j'ai même une autre anecdote. Un jour, je vais en mission à Emilia. Emilia, en Kabylie, c'était un petit terrain, fallait tourner pour se poser, quoi, de toute façon. Donc j'emmène un mécano intervenir sur un hélico. Bon, je me balade là-bas, de toute façon, en attendant que ça se fasse. Bon, rien, puis je repars en avion. Et puis, en 63, quelques mois après être revenu d'Algérie, j'ai un copain qui était un copain de football et un copain d'école, qui me dit, je t'ai vu en Algérie. Si tu m'as vu en Algérie. J'y arrête tes conneries. Il dit non. Tu as été à Emilia? Ben oui, j'étais à Emilia, j'ai été qu'une fois, j'ai été emmené un mécano intervenir sur un hélico. Ben, il me dit, j'étais là-bas. Mais je dis, attends, tu t'es pas manifesté? Ben non, je donnais des cours. Je dis, attends, tu donnais des cours, mais quand même, et on est des copains, et tu t'es pas manifesté. Bon, voilà, c'est ça les vieux. Et un autre, j'ai rencontré à Oran, sur un trottoir d'Oran, en novembre ou décembre 62, un Parisien qui venait passer ses vacances en face chez moi à Alençon. Le gars. C'est à l'armée, on retrouve tout le monde en fait, finalement, d'une certaine manière. Et c'est vrai que la latte, ce qui est particulier, c'est que vous êtes amené à vous déplacer en... Ah bah oui, pas mal. Ah bah moi, je vous dis, j'ai traîné partout. J'ai été, je vous dis, même à Kenchela, où à Kenchela, il fallait qu'on appelle par radio qui ferme la route pour qu'on puisse se poser. Bah oui. Ah non, moi j'ai eu un service militaire très très intéressant, et puis des relations franchement, je dirais, qui sont très 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 bonnes. Franchement, Est-ce que vous avez eu un mauvais souvenir Qu'est-ce qui vous... Peut-être pas un mauvais souvenir, mais est-ce qu'il vous a déplu? Non. Quelque chose qui vous a déplu? Non. Quelque chose qui aurait pu mieux se faire? Non, parce que vraiment, c'était vraiment bien. De toute façon, franchement, moi, le capitaine qui commandait l'escadrille à Sétif, avant que je sois secrétaire avec lui, on ne le voyait presque pas, de toute façon, là. Puis après, j'étais avec lui, j'étais à côté, on se parlait, on n'avait aucun souci. C'était vraiment pas... Pour moi, c'était relation saine.
C'est ce qu'on peut dire, de toute façon. C'était pas des trucs... Ouais. Ah non, non, vraiment, Il n'y a pas eu de... jamais. J'ai jamais eu de clash, j'ai jamais rien eu. D'ailleurs, J'ai jamais vu quoi que ce soit. pourquoi vous avez continué la réserve pendant si longtemps? Parce que j'avais finalement un service militaire qui s'était tellement bien passé que de toute façon, moi, ça ne me posait pas de problème. Voilà, donc voilà. Puis c'était la camaraderie, parce que c'est quelque chose qui était dans la latte, c'était la camaraderie, vraiment. Et alors, bon, j'imagine que ça va être difficile de trouver alors un souvenir meilleur que les autres, quoi. Finalement, vous avez- Ah ouais, moi j'ai fait des parcours. Mes moins bons souvenirs, c'est Nancy. C'est Nancy. C'est-à-dire le moins à latte. Ouais, voilà, le moins à latte. Le moins Ouais, à latte, quoi. ouais. Tout le reste, c'est... Ah bah, tout le reste, c'est vraiment. Et encore maintenant, hein, Ouais. quand on se retrouve, alors là, Rien n'a changé, c'est toujours ah, la même camaraderie. complètement. Ah oui, oui, tout ce qu'on est dans le groupement, là. Ah oui, oh là là, vraiment. Et puis c'est mélangé, hein, c'est Ah bah tout, il y a de tout. les sous-officiers, les officiers, Tout, les tout. pilotes, Ouais, les ouais, ouais. généraux. Même les généraux. Non, non, c'est l'ambiance. C'est vraiment. Moi, je suis allé à l'inhumation du père du général, ça y est, qui était à l'entrée de la latte, ça y est, qui a été commandant de la latte, dont on a parlé ce matin. Pertuisel. Oui, Berthuizel. J'ai représenté le groupement de l'Ouest à l'inhumation de son papa au Mans. Il est venu me voir, on a discuté, on s'est salué, il m'a remercié. Non, voilà. Donc, ça fait partie. Non, non, comment dirais-je, vraiment, je ne sais pas comment vous vivez, si on peut le dire tout de suite, comment vous vivez ça, mais franchement, moi, voilà. Mon passage à l'acte, c'est très positif. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, bah, si vous avez encore quelque chose à ajouter Non, non, sur ce parcours? j'ai vraiment d'excellents souvenirs. Et puis, à chaque fois, j'ai fait comme la mission de photographie de Constantine. À chaque fois, j'avais quelque chose, le service photo me donnait les photos. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu des photos de la base à Latte. Et puis l'entrée. Voilà, voilà, j'ai tout. J'ai tout. Et puis moi, j'en ai fait moi-même, ce que j'ai donné de toute façon. Voilà. Voilà, voilà. Bon, eh bien, Monsieur Fontaine, merci pour cet entretien. J'espère que l'exercice ne vous a pas déplu. Ben, merci Jean, c'était très sympathique. Bah, écoutez, Voilà. je vous remercie également, c'était un vrai plaisir d'être ici avec vous. Voilà. Bon, ben, Et partager ces souvenirs. tout à fait. Tout à fait. Et c'est une excellente idée de faire ça. Là, tu le mérites. Merci.